bonjour, donc je travaille à la LPO, je suis donc coordinatrice de cette équipe et donc nous avons tenté d'appliquer la méthode des tableaux de bord du CT88 à 2 sites Natura 2000 que je vais vous présenter, à la fois en phase d'évaluation et en phase d'actualisation, sachant qu'on se plaçait dans les deux cas en amont de la publication de la version finale du CT88. Donc on était dans une phase test en même temps. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers du CT88, en gros, c'est vraiment une réorganisation de la manière de construire son arborescence d'objectifs et d'actions. Ça ne change pas le contenu, ça change la manière de penser et de le présenter. On repart de la responsabilité du site et des enjeux, et on se pose d'abord la question de la vision à long terme, quel est l'état à atteindre pour les habitats ou les espèces pour lequel le site a été désigné, avec un certain nombre de niveaux d'exigence qui sont détaillés, ce qui donne lieu à des indicateurs d'état de conservation et du coup les suivis nécessaires pour les récolter. Et en deuxième partie de réflexion, on repart de ces responsabilités, on se pose la question de quels sont les facteurs qui influent sur l'état à atteindre, et donc on définit une stratégie d'action et donc des objectifs de développement durable sur la manière d'agir pour atteindre l'état souhaité. Là aussi, on définit du coup des attendus en matière de niveau de pression acceptable de ces facteurs, de ces pressions. Et donc là aussi, il y a des indicateurs du coup de pression et derrière des actions de gestion. Ce qui permet de structurer un tableau de bord où là sont résumées les principales questions qu'on se pose à chaque étape. On a la flèche du dessus, c'est en haut, la flèche d'en bas est en bas évidemment. Donc quel est l'état de conservation de référence ou à dire d'expert à défaut. La vision à long terme, c'est l'objectif à long terme, donc la question qu'on se pose pour le rédiger, c'est bien quel est l'état à atteindre et quels sont les niveaux d'exigence détaillés qui va nous permettre d'évaluer la tendance globale à la fin. Et derrière, les indicateurs d'état qui constituent le tableau de bord. En bas, on a bien donc la réflexion sur quels sont les facteurs d'influence susceptibles d'agir sur l'état actuel. Les objectifs de développement durable, c'est bien sûr quoi on agit pour atteindre l'état souhaité, sur quelle pression on agit et comment. Et on détaille des niveaux de pression acceptables, et derrière, on a les indicateurs de pression. Donc ça, c'est la manière de structurer un tableau de bord conseillé par le CT88. Premier essai sur l'évaluation d'un DOCOB sur les chaumes de Sèchebec, un petit site de 40 hectares, dont le DOCOB avait 10 ans. Quand on l'a évalué, c'était un DOCOB de 2000, donc constitué sous les anciennes versions et modes de réflexion. Et donc on était en 2014, donc c'était même pas N+10, c'était N+14. C'est une erreur dans ma diapo, effectivement. La première question qu'on s'est posée, c'est qu'on a essayé de reclasser l'arborescence initiale du document d'objectif pour se recaler sur cette nouvelle phase de réflexion du tableau de bord, l'état d'un côté et les pressions de l'autre. Il se trouve que les objectifs à long terme, comme les objectifs de développement durable de ce premier DOCOB, étaient globalement bien rédigés et collés à peu près avec ce qu'on préconise désormais. Ce qui fait que ça n'a pas été très difficile de se reposer les questions, quel est l'état à atteindre, afin de le vérifier. Donc on est reparti pour les espèces et pour les habitats de deux éléments parallèles. On s'est posé la question, quels sont les paramètres de bon état de conservation pour lesquels l'État français doit rendre des comptes à l'Union européenne. Déjà, c'était la présence, c'était la surface et c'était l'état de conservation au sens qualitatif, donc pour les habitats, composition, structure et X autres paramètres qui rentrent là-dedans. Et pour les espèces, même chose, présence, population et état de conservation, donc des paramètres conformes à leurs exigences écologiques. Donc, évidemment, ça a supposé une campagne de suivi biologique, réédition de la carte des habitats qui avait été produite avant le premier document d'objectif, réédition de suivi biologique sur les habitats et sur les espèces. Pas absolument toutes, mais on a essayé de tout couvrir. Et on a présenté ça sous forme d'un tableau de bilan sur les habitats. Alors, pour chaque habitat visé, on a présenté ça d'une manière, sous une forme de tableau. L'intérêt, c'est pas de le lire, c'est de voir comment ça a été présenté. Pour les pelouses calcicoles, par exemple, donc un attendu, c'était le maintien de la surface ou de la reconquête. On avait un état initial de référence qui était de 4,66 hectares. Un état obtenu de 7,93 parce qu'on a eu des opérations de restauration
parce que le constat avait été fait de problèmes d'embroussaillement, et des commentaires de nature qualitative sur le pourquoi de cette augmentation de surface, etc. Même chose sur l'état de conservation, sachant que l'état initial de référence était inconnu, il y avait une carto initiale, mais il n'y avait pas d'état de conservation au sens composition et structure qui ait été produite à l'époque. Et on a un état obtenu qui est considéré comme très défavorable malgré des travaux d'entretien qui avaient commencé à être mis en œuvre à l'époque, ça a été assez long à s'enclencher, basé sur un dire d'expert, puisqu'on n'avait pas d'état de référence initial, évidemment. Donc évidemment, c'est la limite de l'exercice, mais ça permet de poser les choses et de mettre aussi en évidence les besoins de suivi ou les besoins de cartographie qui peuvent exister pour pouvoir se poser les bonnes questions et y répondre. Même tentative, donc sur les espèces, là c'est pour le grand rhinolophe, et là également, on s'aperçoit qu'il y a des états initiaux de référence qui sont inconnus, mais voire des états obtenus sur lesquels on n'a pas de données, soit parce qu'il n'y a pas eu de contact et que ça peut être simplement complètement indépendant de la gestion, mais ça peut être aussi des moyens mis en œuvre insuffisants, soit parce qu'il n'y a carrément pas eu de suivi. Et donc un commentaire qualitatif. On s'est posé les mêmes questions donc, sur les objectifs de développement durable. Là, sur quoi on a agi? On a essayé d'identifier un certain nombre de paramètres de pression donc, qui ont influé sur la restauration et la gestion des habitats, donc divers paramètres, justement des actions actives de restauration, etc., la gestion des véhicules à moteur pour la fréquentation humaine, mais également un bilan administratif sur l'état d'avancement de mise en œuvre du plan d'action, l'effort humain consenti, l'effort financier consenti et l'effort technique. Voilà, c'était l'état d'avancement des actions. Et là également, on l'a présenté sous la forme d'un tableau de restitution entre les attendus, qu'est-ce qui a été pris en compte comme métrique de référence, les résultats obtenus. Le bas du tableau vient au bout à droite, ça ne tenait pas, c'était pour que vous puissiez avoir une lecture. Il faut rabouter les deux tableaux les uns aux autres, puisque le score d'efficacité qu'on définit est basé sur un seuil de référence, une métrique de lecture qui nous permet d'analyser. Et si un jour on souhaite changer la métrique de référence, dans la mesure où on a gardé l'ensemble des données en bécane, on peut effectivement se dire on avait mal fixé nos seuils et les fixer différemment. C'est ce qui permet de réajuster et de garder l'antériorité des suivis d'une période d'évaluation à une autre si on en a besoin. Ce qui suppose avoir prédéfini cette grille. Là, on l'a prédéfinie, mais au moment de l'évaluation, ce qui est évidemment pas l'idéal. Il aurait fallu idéalement la définir au moment où on écrivait le document d'objectif. Deuxième exemple, là, c'est sur l'élaboration d'un nouveau DOCOB sur la base de tentatives d'appropriation de la nouvelle méthodologie tableau de bord. On a fait la même chose sur Seichebeck, mais voilà, c'était pour changer de site un petit peu, vous donner une deuxième vision. On a vu que sur l'évaluation, ça marche bien et ça met en lumière ce qu'on veut mettre en lumière effectivement. Sur l'élaboration, on s'est trouvé face à un écueil, c'était un écueil d'appropriation, notamment par les services de l'État, parce qu'on était encore en phase, le CT88 n'était pas sorti, on était encore en phase d'élaboration de ce CT88 et le parallélisme complet avec le guide DOCOB n'était pas encore terminé. Ce qui fait qu'on avait une demande des services de l'État qui était de coller au guide technique des DOCOB, tout en ayant cette évolution qu'il était dommage de ne pas intégrer dès le départ. Ce qui fait qu'on a, je dirais, dans l'arborescence finale du DOCOB, on a quelque chose où il y a tout ce qu'il faut, mais pas à la bonne place. C'est ce qu'on voit là. Si on prend l'objectif à long terme, restaurer l'état de conservation etc. Et on voit qu'on a quand même collé un objectif de développement durable pour être en capacité d'évaluer l'état de conservation. C'est quand même la base d'un DOCOB, ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Et les attendus qui sont les maintiens donc des surfaces 2, le maintien de composition de végétation caractéristique du bon état de conservation, des maintiens de niveau de population, etc., qui sont des indicateurs d'état et qui qualifient bien l'objectif à long terme. Donc ils devraient être directement rattachés à l'objectif à long terme, sans passer par un objectif de développement durable. En dessous, on a des indicateurs qui portent bien, effectivement, on a bien analysé la pression, le mode d'action sur la pression et des niveaux de pression acceptables. Donc là, on a des indicateurs qui collent à peu près correctement avec ce qui est préconisé par le nouveau DOCOB. En revanche, on s'est retrouvé avec une demande d'avoir des indicateurs d'évaluation des actions.
clairement, au niveau des actions, on ne devrait pas avoir des indicateurs d'évaluation des actions, mais simplement un état d'avancement. Une action, on l'a fait, on ne l'a pas fait, on l'a fait partiellement, éventuellement pourquoi et comment, mais on n'a pas besoin d'un tableau de bord d'évaluation des actions. L'action, c'est réaliser un certain nombre d'études. Là, j'ai pris l'exemple sur les études. Métrique de référence, le nombre d'études. Et tableau de bord, c'est fait, c'est en cours ou c'est pas fait. Ça, c'est l'état d'avancement, c'est pas du tableau de bord. Donc ça, c'est incohérent par rapport à la nouvelle méthode des tableaux de bord. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est du niveau d'un état d'avancement qui est du niveau du rapport d'activité annuel, tout simplement. En conclusion, l'application du tableau de bord, de la méthode tableau de bord, donc cette réflexion, indicateur d'état, objectif d'état, indicateur d'état, objectif sur des pressions sur lesquelles il faut agir, indicateur de pression, c'est parfaitement pertinent et ça fait le lien avec tout ce qu'on a vu ce matin. Dans plusieurs présentations, on a vu transparaître à la fois différents types d'indicateurs. Je me souviens ceux sur l'aspect agropastoral, où on disait il y a bien complémentarité entre les deux méthodes. Et les deux méthodes, si on regardait, on avait d'un côté des indicateurs d'état et de l'autre côté des indicateurs de pression. Donc oui, les deux types d'indicateurs sont importants, sont nécessaires. C'est juste qu'ils viennent à deux endroits différents du DOCOB. Et voilà. Et donc c'est parfaitement applicable, c'est souhaitable. Par contre, on a encore une phase d'appropriation qui est à finir de construire. Et je pense que la publication du CT88 et le travail de mise en conjoint des deux va finir de clarifier cet aspect. Merci.